Bonjour Marie. Bonjour. Studio Lacan sera ce soir au cœur de l'actualité avec la crise de l'hôpital public. Les journaux en parlent, annoncent un automne sous haute tension. La mobilisation pour rendre compte de cette crise s'intensifie et la pandémie de la Covid n'en a été qu'un révélateur de plus. Les politiques, quant à eux, sont convoqués pour répondre de cette crise. Alors l'ensemble de nos rubriques aborderont cette crise d'une façon ou d'une autre. Pour le divan dans le monde, nous recevrons le sociologue Frédéric Pierru et nous débattrons avec lui à partir de l'ouvrage polémique et politique qu'il a coécrit en 2019, Le casse du siècle, à propos des réformes de l'hôpital public, comme sous-titre. Nous entendrons notre ami Franche Jégu, avec la virtuosité et la verve qui la caractérise, tenir la chronique de l'écho de la culture à partir de la série télévisée Hippocrate, qui traite donc par la fiction le malaise à l'hôpital. Et pour l'actualité de la psychanalyse, Bénédicte Julien dépliera à sa façon le fameux échange entre Jacques-Alain Miller et Jacques Lacan à propos des psychologues et autres travailleurs de la santé mentale, comme tous se coltinant, c'est une citation, toute la misère du monde. Et les psychanalystes se demandera-t-elle? Allons-y. Frédéric Pierru, bonjour. Vous êtes en duplex avec nous dans Studio Lacan. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes chercheur en sciences sociales et politiques au CNRS, membre associé au LISCAM et, comme Yves l'a dit en début d'émission, vous avez coécrit un ouvrage avec Pierre-André Juvent et Fanny Vincent qui est sorti en 2019 et qui a retenu notre attention ainsi que celle de nombreux journalistes, qui s'appelle « La casse du siècle ». La casse du siècle, bonjour, est une analyse des politiques hospitalières successives. Bénédicte Julien, merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes psychanalyste et nous vous invitons à participer à cet entretien, à cette discussion avec Frédéric Pierru. Alors je commence. Depuis 1980, les réformes hospitalières s'empilent. Juppé en 1995, Chirac en 2003, Sarkozy en 2009, Hollande en 2012, en 2015, le plan Ségur en 2020 avec Macron. Votre livre met en évidence le tournant néolibéral de ces politiques budgétaires dans les années 2000, peu infléchi finalement par les décisions ministérielles, qu'elles soient prises par des gouvernements de droite ou de gauche. Le discours managérial semble avoir infusé toutes les strates de la vie hospitalière et dirigeait toute sa politique. Pouvez-vous nous situer précisément la bascule et la manière dont finalement ces mots d'ordre se sont répandus à l'hôpital? Donc bonjour à tout le monde. Effectivement, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, est-ce que c'est un ouvrage politique et polémique? C'était un ouvrage d'intervention plutôt, parce que c'est un ouvrage qui était issu de recherches en sciences sociales et donc de travail de terrain empirique dans les hôpitaux, dans les services hospitaliers depuis des années, que j'avais réalisé et que nous avons réalisé chacun de notre côté, chacun des trois auteurs de l'ouvrage. Et hélas, nous avons eu raison. Alors c'est la raison pour laquelle
laquelle je voulais commencer par ça, parce que politique et polémique, ça fait tout de suite un peu arbitraire, un peu parti pris, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de constater l'état de délabrement avancé de l'hôpital public, qui d'ailleurs inquiète bien sûr pas seulement les sociologues, mais d'abord les acteurs hospitaliers, c'est-à-dire les soignants, les paramédicaux et les médecins. Ensuite, pour vous répondre un peu plus précisément, quant à est-ce qu'il y a eu un tournant? Alors c'est très compliqué parce que effectivement, bon, d'abord il y a le discours. Il y a le discours managérial qui est un peu une langue chewing-gum, comme dirait un ami médecin hospitalier, c'est-à-dire c'est un discours qui en fait se structure effectivement dans les années 80, mais qui n'atteint pas seulement l'hôpital public, qui atteint tous les services publics. Donc un discours assez infalsifiable, avançant l'efficience, la performance, la qualité, l'accessibilité. Enfin, c'est un discours. Donc le discours en lui-même est je ne sais pas s'il a une telle force de conviction auprès des acteurs de l'hôpital comme des autres acteurs de l'hôpital public. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ces réformes se déploient depuis les années 1990, par-delà toutes les alternances politiques, c'est-à-dire c'est ça qui est assez fascinant, c'est la continuité de l'action publique et la continuité de ces réformes hospitalières depuis plus de 30 ans maintenant, malgré les alternances politiques. Et je dirais même c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que bien souvent, les réformes sont préparées par la gauche et mises en œuvre par la droite, ou préparées par la droite et mises en œuvre par la gauche. Voilà, donc il y a quelque chose. Pourquoi? Alors on pourra y revenir peut-être si vous le voulez, mais parce que c'est un petit groupe de hauts fonctionnaires, de technocrates en fait, qui portent ces réformes depuis les années 90. Cela étant dit, je vois deux points, et pour répondre précisément à votre question, je suis un bavard. Le premier, à mon avis, il y a une rupture effectivement dans les années 2000. Il y a une rupture dans les années 2000 qui est un tournant idéologique. D'ailleurs, j'avais fait des entretiens avec les concepteurs de la réforme de la tarification à l'activité, la fameuse T2A, voilà, à l'hôpital public. Et qui m'avait dit, qui préparait ça au cabinet de Jean-François Mattei, donc on est sous la droite, on est sous Jacques Chirac, la présidence de Jacques Chirac. Jean-François Mattei est ministre de la Santé, et donc on a effectivement une bascule, c'est-à-dire qu'ils font une réforme qu'ils assument comme idéologique, c'est-à-dire la mise en concurrence de l'hôpital public, oui, et le fait qu'elle soit calée sur que ces réformes soient calées sur, je dirais, une inspiration managériale venue du privé. Et puis, il y a un deuxième moment de bascule, on pourra peut-être y revenir, et je veux finir là-dessus, dans les années 2010, c'est-à-dire suite à la crise financière de 2008, donc il y a une parenthèse keynésienne, et en 2010, on rentre dans une austérité budgétaire, et l'hôpital public va être en quelque sorte la cible des décideurs politiques et administratifs pour réaliser les économies budgétaires dans une optique il faut redresser les finances publiques de façon plus générale. Et ça, c'est 2010, 2019, puis après on rentre dans le Covid. Donc deux points de bascule, début des années 2000, 2010. Alors vous Frédéric Pierru, excusez-moi, vous nous situez en quelque sorte le processus et le déroulement de l'implantation de cette idéologie managériale. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en gros quelles en sont les conséquences concrètes à la fois sur le fonctionnement de l'hôpital, sur sa gestion, sur son financement, sur la définition de ses missions, jusque sur les modalités d'accueil, de traitement du malade et même sur les modalités d'exercice du métier hospitalier. Au fond, quelles ont été les conséquences sur tout ça de ce moment de bascule ? Alors c'est très vaste. Alors dans l'ouvrage, on dit d'abord, je pense que la grande transformation, c'est le fait qu'on a transformé de l'hôpital en une entité financière. C'est-à-dire qu'avec la tarification à l'activité, donc la T2A, donc le fait que, en gros, le budget de l'hôpital n'est plus fixé chaque année de façon, je dirais, n'est pas reconduit chaque année de façon fixe, moyennant un taux directeur, mais en fait, le budget de l'hôpital devient, est fonction de son activité. Et du coup, on va rentrer, et notamment les directions hospitalières vont logique, comment vous dire, de business plan.
de rentabilité, de business plan. C'est-à-dire, il faut se positionner sur un marché des soins, vous voyez, et donc il faut, par exemple, dire, bon ben voilà, ce service-là, il rapporte pas assez, donc on va lui enlever des lits, puis ce service-là, ben finalement, il est plutôt rentable, donc lui, on va développer l'activité, et si l'hôpital et si le service est en déficit, on va lui dire, qu'est-ce que vous nous proposez, monsieur le chef de service, pour, en quelque sorte, augmenter l'activité et accroître la rentabilité, c'est-à-dire notamment en termes de baisse des durées moyennes de séjour, en termes d'occupation des lits, etc., de productivité. Voilà. Donc c'est quand même par les instruments, vous voyez, c'est ça que je veux vous dire, c'est par les instruments plutôt que par les discours que rentre, je dirais, l'esprit ou la logique managériale à l'hôpital. Oui. Frédéric Pierru, quand même, nous ne sommes pas dans un pays totalitaire. Ces choix ont été présentés, d'accord, comme une nécessité en regard de l'économie, mais pour autant, il n'aurait pas été possible sans une adhésion du personnel soignant, sans une adhésion des syndicats qui quand même sont puissants à l'hôpital, et même sans quelque part une adhésion des associations de patients. Comment cela a été possible ? Alors c'est une autre question, parce que j'étais sur les conséquences, m'a posé monsieur la question, mais je reviendrai peut-être. Mais alors attention, parce que justement, l'esprit gestionnaire, enfin la logique gestionnaire peut très bien se passer d'une adhésion au sens, je dirais, la plus rationnelle et la plus consciente du mot. C'est-à-dire que quand vous mettez les hôpitaux en concurrence, quand vous mettez les services en concurrence avec un instrument comme la tarification à l'activité, en quelque sorte, l'instrument impose sa logique, même si, en quelque sorte, vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous prendre un exemple très concret. Pendant très longtemps, les personnels hospitaliers, les médecins, moi j'ai été un membre, je dirais, un intellectuel organique du mouvement de défense de l'hôpital public, comment on appelle ça, je passe, mais en 2009, mais donc tous les chefs de service disent, bah, la T2A, ça nous a servi. Enfin, ça nous a servi au sens d'asservissement. Bon, donc arrêtons la grève du codage. C'est-à-dire que l'activité, on ne la code plus, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, sans notre participation, la tarification à l'activité ne peut plus fonctionner. Bon, mais sauf que, en quelque sorte, alors moi je dis souvent, ça introduit un dilemme du prisonnier généralisé, c'est-à-dire que, en quelque sorte, il faudrait que les acteurs hospitaliers se fassent tous confiance. Et comme vous le savez, les mandarins hospitaliers ou les chefs de service, bon, ils ont leur petit business, ils ont leur service, etc. Donc ils se disent, moi, si je code plus et que l'autre à côté code, ben moi, j'aurai plus de budget. Et puis, ben, mon collègue, mon confrère, lui, il aura un budget accru. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Donc en quelque sorte, ça neutralise, je dirais, l'action collective. Après, vous dites, les syndicats sont puissants. Ah, pas du tout à l'hôpital. Ils ne sont pas du tout puissants. Je veux dire, pour les paramédicaux, enfin les syndicats, au contraire, j'ai d'une désaffection, et d'ailleurs qui n'est pas spécifique à l'hôpital public, mais qui est particulièrement marquée à l'hôpital public. C'est-à-dire que les syndicats, en fait, alors d'abord les syndicats de salariés, classiques, CGT, FO, etc., bon, sont pas très prisés. Donc il y a eu une individualisation du rapport aussi au travail. Donc en quelque sorte, la logique gestionnaire peut se passer de l'adhésion. C'est-à-dire vous pouvez entretenir la logique gestionnaire sans adhérer à son discours. Ça, c'est le premier point. Parce que vous êtes dans des logiques de situation qui font que vous allez déployer des réformes malgré vous. Et de l'autre côté, effectivement, le monde hospitalier est un monde très balkanique entre les PUPH, les patrons hospitaliers, puis les PH, simples praticiens hospitaliers, entre les médecins et les entre les soignants et les administratifs. Il y a même une balkanisation avec les services hospitaliers. Donc au contraire, je pense que l'hôpital public n'était pas, je dirais, armé collectivement pour faire face au déploiement de la logique gestionnaire. D'accord. Je vous propose maintenant de faire une courte pause pour notre rubrique Écho de la culture. Vous allez voir que nous allons rester dans les couloirs de l'hôpital puisque nous allons accueillir notre collègue Franz Jégu qui va nous parler de la série Hippocrate.
Bonjour France. Bonjour Yves. Ça me fait un peu drôle de vous avoir face à moi, alors que j'ai aussi l'habitude de vous avoir à mes côtés. Mais outre cela, France Jégu, vous êtes donc psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et comme Marie l'annonçait, Hippocrate donc. Et on pourrait dire, sur le thème qui nous intéresse dans l'émission, quand la fiction s'en mêle. C'est ça. Alors, je vais vous parler d'Hippocrate, une série télévisée française imaginée et réalisée par Thomas Lilti, ancien médecin, et qui est diffusée depuis 2018 sur Canal+. Alors, c'est une excellente série hospitalière, du moins je le pense. La meilleure depuis Urgence, la célèbre série américaine, imaginée par Michael Crichton et Steven Spielberg, et qui était diffusée entre 1994 et 2009. Je pense que vous la connaissez. Alors, je voudrais préciser d'emblée que Hippocrate n'est pas une ressucée de sa célèbre aînée. Elle se distingue de son aînée du point de vue dramatique. Urgence, comme son titre l'indique, eh bien, c'est une fiction qui s'emploie à faire valoir une temporalité particulière, la temporalité de l'urgence. C'est de ça dont il s'agit. Hippocrate, en revanche, c'est tout à fait autre chose. Hippocrate, c'est l'histoire de 4 héros, Chloé, Arben, Hugo et Alison. C'est un groupe d'internes auquel on s'attache. Épisode par épisode, et le tempo est de ce fait beaucoup plus lent. Alors, voyez-vous un point commun néanmoins entre ces deux séries ? Oui, il y a un point commun, et le point commun, c'est la crise. Donc, dans Urgence, c'est la crise de l'Amérique du tournant du XXIe siècle. Criminalité, drogue, insécurité, pauvreté, travail à disloquer insidieusement la société américaine, tandis qu'à l'hôpital, à Chicago, les médecins héroïques sauvent des vies, en dépit de tout. Et dans Hippocrate, c'est la crise aussi, c'est la crise de l'hôpital, vraiment, de l'hôpital. Et la saison 1 s'ouvre sur un épisode très particulier, à savoir la mise en quarantaine des titulaires, parce qu'en fait, il y a un patient qui est décédé dans le service, on ne sait pas très bien de quoi, et on a peur que les titulaires aient été contaminés. Donc, on les met en quarantaine. Et du coup, dans un hôpital qui est déjà en sous-effectif, nos 4 internes, donc, que j'ai nommés, vont être obligés de faire tourner le service de médecine interne tout seul, sans titulaire, pour les superviser. Alors, pour autant, Thomas Lilti s'en défend, sa série n'est pas une charge contre la PHP, et il le dit lui-même, ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est la dimension du secret. C'est ça qui l'a intéressé. Le secret du médecin, le secret que le médecin s'engage à respecter. Le serment d'Hippocrate, comment ? C'est ça. Il précise bien que l'idée de secret est au cœur du serment d'Hippocrate. Bon, on ne va pas le citer, mais en fait, sauf que les secrets dont il va s'agir dans la série n'ont rien de glorieux. C'est la dimension du secret, mais un peu quand même détachée du serment d'Hippocrate. Ils sont plus sombres. Alors, il y a notamment des erreurs médicales qui, commises les unes après les autres, ont abouti au décès d'une jeune fille suicidaire de 17 ans prénommée Marion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, entre autres, Hugo a oublié d'enfermer à clé le sac de Marion dans lequel elle avait des médicaments, et dès qu'il a le dos tourné, elle s'empresse de les avaler, et elle rechute. Alison, donc la co-interne de Hugo, va faire elle aussi une erreur de prélèvement. Cette fois-ci, elle purge pas le cathéter et ça fausse le diagnostic. Il y a aussi le secret d'Arben, donc un personnage très attachant, qui est un médecin étranger. Enfin, en tout cas, il exerce la médecine alors qu'il n'est pas en réalité diplômé. C'est ce qu'on va apprendre à la fin. Et enfin, il y a le secret de Chloé, donc l'héroïne Chloé, la belle Louise Bourgoin, qui est une jeune interne ambitieuse, fraîchement opérée du cœur, mais qui a tué sa maladie et qui travaille alors que son cardiologue l'a de force mise au repos. Donc à l'hôpital Raymond Poincaré, tout le monde ment en somme. Écoutez, vous ne croyez pas si bien dire. Quand Hugo tente de dire la vérité à sa mère, puisqu'en fait Hugo, sa mère, travaille à l'hôpital, c'est le professeur Wagner, grand professeur Wagner. Alors quand il essaie de dire la vérité, sa mère lui dit « si tu parles, c'est tout l'hôpital qui sera jugé responsable, donc ne parle pas ». Et quand plus tard, il n'est plus possible d'éviter la question de qui est responsable de la mort de la jeune Marion, l'administration va tenter de faire porter le chapeau à Chloé.
Donc le même professeur Wagner va opérer à ce moment-là une lecture parfaitement révisionniste des faits. Et en gros, elle dit que si Chloé a mal interprété le prélèvement défectueux d'Alison, ce n'est pas parce qu'elle était seule, sans titulaire pour la superviser, etc., mais parce qu'elle était fragilisée psychiquement par sa maladie. Et puis d'ailleurs, elle n'aurait même pas dû être là, dit-elle. Et donc Wagner conclut, superbe, « Vous savez, cet hôpital, c'est peut-être un vieux corps malade, mais il sait très bien gérer ses crises. La fièvre monte, on croit que tout va s'arrêter, et le lendemain, tout redevient normal. » Bon, la vérité de Wagner est à géométrie variable, on pourrait dire. C'est ça, elle est à géométrie variable, et on songe du coup au néologisme de varité qu'avait construit Lacan pour évoquer les vérités engendrées par l'expérience analytique. En l'espèce, il s'agit d'une fiction, donc, qui protège l'hôpital et sa hiérarchie. La vérité est sacrifiée à l'institution, qui s'emballe. Et ce que Thomas Lilti donne à voir in fine dans cette série, qui, par bien des côtés, est très réaliste, ce qu'il donne à voir in fine, c'est ce que l'expérience analytique démontre, à savoir que la vérité a structure de fiction. Bien. Merci France Jégu. Donc nous reprenons notre discussion avec Frédéric Pierru, qui je crois a rencontré Thomas Lilti, justement, a animé une soirée avec lui sur la série Hippocrate. Peut-être nous pouvons donner la parole à Bénédicte Julien tout de suite. Oui, alors je trouvais intéressant parce que pour le coup, c'est vraiment, ça démontre ce que vient de dire France et ce que vous venez de dire Frédéric. C'est-à-dire que paradoxalement, en fait, la série démontre en quoi finalement chacun est pris par ses propres turpitudes et se retrouve à finalement vouloir tirer son épingle du jeu. Et en quel cas, ça échappe complètement à la logique managériale, puisque finalement là, la logique managériale ne rentre pas en compte. C'est vraiment le sujet au plus singulier, c'est-à-dire le professeur Wagner et son autorité et surtout son désir de pouvoir. Mais de la même manière, on peut aussi prendre les choses dans un autre registre. Je me posais la question, et je vous la pose, Monsieur Pierry, c'est que finalement, il y a aussi, je me demande si la question managériale n'est pas aussi congruente avec l'arrivée de l'informatique finalement, de l'entrée en force de l'informatique dans les années 80 justement, où tout a été mis sous le biais du chiffre, d'une certaine structuration, et que effectivement ça a eu des conséquences dans la manière de gérer l'hôpital au niveau de son économie, mais du coup aussi au niveau de l'organisation du travail. Alors oui, enfin l'informatique, peut-être pas l'informatique en elle-même, parce qu'après tout les instruments font ce qu'on leur demande de faire. C'est plutôt effectivement, vous avez raison, la quantification gestionnaire. C'est-à-dire que ce qui caractérise beaucoup les réformes de l'hôpital depuis les années 2000, c'est effectivement une surutilisation du chiffre, et du chiffre dans un sens financier. C'est-à-dire que les tableaux de bord des directions hospitalières qui se sont affirmés depuis les années 2000 et surtout depuis la fin de l'année 2000, depuis la fin de la première décennie des années 2000, en fait, ont beaucoup mobilisé, je dirais, des tableaux de bord ou des instruments de pilotage. Enfin, tout ça, c'est ce vocabulaire autour de la quantification, et une quantification très déséquilibrée au profit des chiffres financiers et au détriment, par exemple, de la mesure de la qualité de vie au travail ou même de la qualité des soins, c'est-à-dire des indicateurs de qualité des soins. Donc un des problèmes, effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est que, en un sens, l'instrumentation gestionnaire qui s'est déployée depuis les années 2000 montre bien que, parce qu'elle est déséquilibrée au profit du chiffre financier, répond à une logique de finances publiques, de maîtrise des dépenses publiques de santé, et notamment des dépenses publiques hospitalières, plutôt qu'à une amélioration des conditions de travail et à une amélioration de la qualité des soins, même si le discours managérial emporte, je dirais, le discours managérial dit toujours qu'il va améliorer la qualité, en fait. Seul l'intéresse la productivité. Mon collègue Nicolas Bélorger l'a bien montré dans un livre qui s'appelle « L'hôpital sous pression, enquête sur le nouveau management public », qui est paru en 2010.
effectivement, c'est difficile de pouvoir s'opposer à une amélioration de la qualité des soins. Alors, à l'hôpital, en fait, il me semble, on entend deux discours. D'un côté, le discours du personnel soignant qui dit la crise de l'hôpital est due à un manque de moyens. Puis, de l'autre côté, le discours peut-être des managers, des équipes administratives qui disent mais finalement c'est un gouffre sans fond, il faut bien trouver une réponse à ça, et qui disent non, c'est un problème de gestion, c'est un problème d'organisation, et qui répondent sur ce plan. Mais finalement, moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, ces deux discours se rejoignent. C'est-à-dire qu'au titre de s'affronter, ils restent dans la même logique. Ils font de l'économie le sous-bassement de la politique. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas tellement aux objectifs, et ils en restent cantonnés aux moyens. Qu'en pensez-vous? Oui, alors vous avez raison en un certain sens. Effectivement, ils partagent l'idée que soit on n'a pas assez de moyens, soit on les utilise pas assez bien. En tout cas, on en gaspille. Donc c'est le thème des gaspillages. Ça, c'est du côté des directions hospitalières. Et puis alors les soignants diront qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais quand même, j'aurais du mal à les mettre sur le même plan, si vous voulez. Parce que à la fin des fins, on a fini par. Et d'ailleurs, des ministres de la Santé, je lisais une interview très intéressante de différents ministres de la Santé dans le monde. Ils ont fini par admettre quand même qu'à la fin, la question des moyens emporte, je dirais, les dilemmes éthiques que Thomas Lilti montre et dans son film et dans sa série, c'est-à-dire la multiplication des dilemmes éthiques des soignants. Et donc, et puis à la fin des fins, des problèmes d'accessibilité aux soins ou des qualités, une dégradation de la qualité des soins, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables. Parce que quand vous êtes, je dirais, cadre éduqué, avec des moyens de discuter avec les équipes, vous pouvez négocier votre prise en charge. Par contre, quand vous êtes de catégorie populaire, vous subissez de plein fouet, je dirais, le rationnement des moyens. Je voulais juste, puisque je trouve ça très amusant que vous ayez passé une soirée avec Thomas Lilti, justement, il me semble que cette série est quand même aussi une ode à l'hôpital, parce qu'il aime l'hôpital, il le dit lui-même, il a appris à l'hôpital, c'est l'hôpital Raymond Poincaré qu'il connaît, même si les décors à l'intérieur, c'est pas l'hôpital Raymond Poincaré. Mais ce que je trouve qui est assez touchant dans cette série, finalement, c'est qu'on voit que le personnel administratif, donc on a le cadre administratif Géraldine Nakache, elle peut rien. Elle ne peut absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'en a pas fait, justement, une sorte de tyran insensible. Elle est bien obligée d'appliquer le protocole à partir du moment où il y a un arrêt maladie, par exemple, qui a été... Parce que c'est quand même ultra grave. Mais voilà, il y a quelque chose... Et donc, finalement, le professeur Wagner n'a pas tort. C'est-à-dire, l'hôpital, il est toujours là, quoi. Et il fonctionne quand même. Et finalement, les soins sont dispensés. Et ils sauvent des vies. Et ces jeunes internes, ce sont des héros. Pourquoi? Parce que, certes, ils sont divisés, on dirait, nous, mais effectivement, ils sont faillibles, mais ils y arrivent. Et ils sont impliqués. Et ils sont... Vous avez totalement raison de souligner ce point, c'est-à-dire que toute cette case de l'hôpital public a été reportée dans ses effets, dans son ampleur, dans son amplitude, a été reportée par l'extorsion, je dirais presque, de la bonne volonté des soignants sur le terrain. C'est-à-dire que, et c'est là où je vous disais justement que c'est le problème, on disait au début de l'émission, de l'adhésion. Non, ils adhèrent pas du tout au discours managérial. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, les soignants, ils sont devant une urgence pratique, ils doivent soigner des gens, et ils essaient de le faire avec un sens éthique, et avec une éthique et une qualité des soins minimale. Donc, pendant très longtemps, si vous voulez, les gestionnaires ou les réformateurs de l'hôpital public ont misé sur la bonne volonté et je dirais le sens du service public et l'éthique professionnelle des soignants. Sauf que ça ne suffit plus aujourd'hui. C'est là où on est arrivé à un point de bascule et à mon avis d'effondrement du service public hospitalier. C'est que aujourd'hui, vous voyez, hier, je vais vous prendre un exemple bien concret. J'ai un ami hospitalier aux hôpitaux civils de Lyon qui me disait, mon chef qui était de gauche, qui était défenseur du service public, etc., il va dans la filiale, je dirais, privée de Orpea. Oui. Alors, je ne sais plus. Donc voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, ça fuite de tous les côtés. Les gens sont bons. De tous les côtés. Voilà, il y a une accélération des fuites du personnel soignant, infirmier,
et médecins à l'hôpital, de l'hôpital, enfin vers le privé. C'est frappant. Et ça s'accélère. Oui, c'est là où les réformateurs sont frappés de panique. C'est-à-dire que pendant 20-30 ans, ils ont extorqué, je dirais, justement, cette bonne volonté des soignants en disant on va mobiliser. Alors, vous savez, ils ont toujours ce vocabulaire, on va exploiter les gisements d'efficience inexploités, un peu comme si on avait trouvé du gaz de schiste à l'hôpital, je passe. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils sont paniqués parce qu'ils voient bien que l'hôpital est rentré dans une logique anthropique, finalement. C'est-à-dire que parce que tout à l'heure, monsieur me demandait quels étaient les effets concrets à l'hôpital. Bon, déjà, il y a 2 effets concrets, il y a 2 indicateurs, c'est l'augmentation structurelle de l'absentéisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grands établissements, vous avez plus de 10% d'absentéisme à l'hôpital. Et puis, vous m'entendez ? Oui, très bien. Et il y a donc l'absentéisme, et de l'autre côté, il y a le turnover, c'est-à-dire que les gens vont d'un service à l'autre, bien souvent avant de partir, parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, en tout cas, elle est moins aride, que la sécheresse est moins forte dans le service d'à côté. Et donc, mais aujourd'hui, si vous voulez, quand les gens partent, ceux qui restent, en fait, doivent faire le boulot de ceux qui sont partis ou qui sont en arrêt maladie, etc., ou qui ont démissionné, qui sont partis, par exemple, en libéral, ou qui se sont même reconvertis complètement. Il y a des jeunes infirmières qui, à peine sortis de l'école, au bout d'1 an, le choc est tellement violent qu'ils quittent l'hôpital public. Je veux dire, donc ils ont été formés dans les IFSI, etc., les instituts de formation en soins infirmiers, etc., et ils s'en vont. Et donc ceux qui restent doivent supporter la charge de travail, et puis ils finissent par craquer, et puis ils s'en vont. Vous voyez, donc, et là, si vous voulez, ils n'ont plus de solution, en fait. C'est-à-dire que c'est là où je pense qu'on est arrivé à un point de bascule, juste avant l'entrée du Covid, en fait. C'est-à-dire au moment de la création du collectif Interurgence en 2018, du collectif Interhôpitaux en 2019, etc. Effectivement, le Covid, ça a été, vous voyez, ce moment paradoxal de réenchantement des soignants en disant, ça y est, on va reconnaître notre mission de service public, on est au cœur de la crise de la pandémie, on la gère, etc. Les gens nous applaudissent au balcon, etc., etc. Et puis finalement, ils s'aperçoivent que les politiques ne changent pas, et donc ils s'en vont. Et là, je pense qu'on est en train d'assister à l'effondrement du service public hospitalier. Alors Frédéric Pierru, peut-être que l'exemple de la Covid est un bon exemple parce que c'est la première fois qu'il y a une pandémie mondiale qui est à la fois autant, je dirais, à laquelle on prête autant d'attention, qu'on soigne autant, aussi vite, aussi bien. Et donc ce qui me frappait, c'est que dans votre livre, vous évoquez qu'il y a eu un moment d'essor de l'hôpital dans les années 50, et je me disais que c'était probablement une avancée... une conséquence des grandes avancées de la science. C'est-à-dire, comme je disais, on soigne mieux des maladies qui ne se soignaient pas. On soigne des maladies qui ne se soignaient pas, on vit plus longtemps, on soigne donc des maladies qui n'existaient pas, on accompagne médicalement à l'hôpital ce qui ne l'était pas, et tout ça dans le cadre de la sécurité sociale et de l'assurance maladie de nos sociétés, c'est loin d'être le cas partout, qui répondent au fond des droits et des revendications égalitaires du soin pour tous et le plus gratuitement possible. Et donc on a le discours de la science et des droits des citoyens qui se conjoignent, se nourrissent, je dirais, dans une expansion continue et pour le meilleur, je dirais. Mais on imagine aussi, je condense ma question, qu'il a aussi fallu faire face pour nos États à cette logique d'expansion, je dirais. Ne fût-ce que dans sa dimension financière, d'organisation. Et on constate que le choix a été fait, là vraiment pour le pire, de se tourner pour cela vers la gestion managériale, avec tout ce que vous avez dit, le lot de chiffrage, d'évaluation, d'efficacité, de protocolisation, de rationalisation et tout ça. Mais bon, ça aussi, ça relève du discours de la science et de sa dimension de chiffrage algorithmique. Alors finalement, je me disais, quelle issue vous voyez à tout ça pour, en voulant se débarrasser du pire, c'est-à-dire cette gestion managériale, ne pas abandonner le meilleur qui est tout ce que l'hôpital a permis et permet encore. Non, mais vous soulevez un point intéressant, c'est-à-dire que en un sens, la logique gestionnaire ou les réformes gestionnaires sont venues en quelque sorte redoubler cette dynamique
d'hyperspécialisation et d'hypertechnicisation de la médecine hospitalière. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut le dire, l'hôpital est très performant. L'hôpital français, actuellement, il est très performant pour soigner, disons, des maladies aiguës graves, à côté des maladies aiguës bénignes qui devraient être prises en charge par la médecine de ville et ces maladies ne le sont pas ou pas assez parce qu'il n'y a plus assez de médecins généralistes, mais c'est un autre sujet. Donc, en quelque sorte, vous voyez, par exemple, l'instrument T2A, la tarification à l'activité, finalement, ne fait que accentuer cette orientation techniciste, hyper spécialiste de la médecine hospitalière, parce qu'elle fait des groupes homogènes de séjour. Je ne vais pas rentrer dans la technique, j'en reste à ce constat général. Donc, mais par contre, et c'est là le problème, c'est que l'hôpital aujourd'hui, il est confronté à une épidémie de maladies chroniques, où s'entremêlent certes des problèmes cliniques, mais des problèmes aussi, je dirais, psychologiques, psychiatriques, puisqu'on a un studio Lacan. Hein. On pourrait faire référence aussi au fait que l'hôpital public aujourd'hui accueille des gens qui devraient être pris en charge dans le service public de la psychiatrie, qui est en complète déshérence. Hein. Oui. On a des émissions qui traitent de cette question. Voilà, non, mais je vous parle même du congrès ici à Ajaccio des équipes mobiles en psychiatrie, donc je vois bien, mais plus généralement, on s'entremêle l'aspect médico-social, si vous voulez. Par exemple, les personnes âgées. Bon, dépendantes. Alors ça pose la question, par exemple, des EHPAD aussi, qui sont sous-financés, etc. Et donc l'hôpital public, si vous voulez, aujourd'hui, est pris dans cet étau à la fois des réformes gestionnaires, d'une médecine qui se spécialise de plus en plus, qui devient de plus en plus technique, mais qui, au fond, n'arrive plus à traiter de la globalité de la personne et de la globalité de patients qui présente certes des problèmes médicaux, mais surtout des problèmes psychiques, des problèmes sociaux. Et donc on est effectivement, c'est pas seulement la faute des réformes gestionnaires, je veux dire, c'est qu'on est arrivé, me semble-t-il, à la fin d'un modèle hospitalier, celui de 1958, qui, en quelque sorte, mettait tout son espoir dans ce qu'on appelle la biomédecine, alors même que nous sommes rattrapés à la fois par les pandémies, c'est-à-dire par les maladies infectieuses que l'on pensait avoir vaincues, et puis de l'autre côté, de cette épidémie de maladies chroniques qui nécessiterait, je dirais, une plus grande intégration de l'hôpital et des prises en charge plus globales. Eh bien, nous allons en rester là. Ce sera le mot de la fin. Il nous reste donc à inventer une autre manière de répondre, peut-être que le discours managérial, pour sortir de cette crise de l'hôpital. Merci à vous, Frédéric Pierru. Merci France Jégu. Nous allons passer à la chronique suivante, actualité de la psychanalyse, avec Bénédicte Julien qui reste avec nous sur le plateau. Oui, alors nous enchaînons avec notre actualité de la psychanalyse. Bénédicte Julien, je rappelle, puisque vous étiez déjà en plateau, donc que vous êtes psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne. Et pour notre séquence, nous allons partir de ceci. En 1974, à la télévision, enfin pour une émission télévisée, Jacques-Alain Miller, la seule d'ailleurs à laquelle Lacan a participé, je pense, Jacques-Alain Miller adresse à Jacques Lacan la question suivante, je le cite, « Les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, tous les travailleurs de la santé mentale, c'est à la base, à la dure, qu'ils se coltinent toute la misère du monde. » Et l'analyste pendant ce temps. Alors que répond Lacan ? Eh bien, que s'occuper de la misère, c'est une manière d'y participer, même en la contestant ou en la contrant. Cela s'illustre bien avec cette jolie expression « être contre, tout contre ». Il ajoute même qu'à ces psychos, quels qu'ils soient, en fait, il leur est plutôt demandé de collaborer. Et ça, c'est ce qu'ils font, qu'ils le sachent ou non. Mais que veut-il signifier alors ? Cette réponse de Lacan en fait résonne avec un autre propos, 10 ans plus tôt, dans les pas de Georges Canguilhem. Il énonce « Dans une glissade de toboggan du Panthéon à la préfecture de police, les psychologues sont mis en demeure de répondre à l'appel de la servitude.
c'était en 1965. La prophétie s'est donc accomplie. Certaines approches psychologiques se prêtent avec enthousiasme à conseiller le maître. Et d'ailleurs, ce font les entremetteurs entre science et capitalisme. Et comment ça? Enfin, qu'est-ce qui permet de dire ça? Souvenez-vous du funeste plan social chez Orange, élaboré à partir des théories du deuil. Pour réduire les effectifs jugés coûteux, la direction des ressources humaines a repris un modèle créé par une psychiatre suisse, le docteur Kübler-Ross, déterminant 5 étapes dans le deuil. Déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Et cette dernière étape a précipité nombre de salariés au suicide. Mais malgré l'échec de ces méthodes, les théories psychologiques continuent d'inspirer l'économie, mais aussi la politique, le social, l'éducation. Le terme de résilience s'emploie pourtant dans toutes les sphères de la société. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a toujours qui rêvent à une adéquation entre organisme et comportement. Conception issue, comme le dit Lacan, d'une logique pédagogique qui se fonde sur un schème de l'adaptation, sur le modèle de l'animal. La santé mentale n'y échappe pas. Le sujet, même malade, doit trouver à s'insérer. Et ce discours est repris par beaucoup des travailleurs de l'hôpital, qui appliquent les programmes sans barguigner. Remédiation cognitive, éducation thérapeutique, travailler les habiletés sociales. Alors, comme on vient de le voir dans notre débat, est-ce qu'on pourrait dire que la logique utilitariste contamine aussi le champ psy? Oui. Un jour, un adolescent accueilli dans l'hôpital le jour où je travaille me lance. « Toi, de toute façon, tu ne sers à rien. » Belle ironie, hein, adressée à l'autre qui ne lui est d'aucun secours. Mais cette apostrophe est aussi le témoignage d'un drame subjectif, de ce jeune homme qui énonce finalement la version négativiste de son être. Rien. À quoi je sers, finalement, pourrait être la modalité capitaliste du sens de la vie. Or, nous dit Lacan, cela ne suffit pas à faire le poids de l'existence. Le langage, avec toutes ses équivoques, ne peut pas écrire la formule qui indiquerait à chacun les signes de son être sexué et le programme à suivre pour le réaliser. Tout ce qui instaure l'ordre du discours laisse les choses du sexe et de la vie dans une béance. Le désir humain se précipite alors, finalement, dans ce vide. Il se précipite et s'accumule. Le discours capitaliste l'a bien compris. La plus-value, Lacan reprend ainsi le terme de Marx, oui. C'est la cause du désir dont cette économie, finalement, en fait son principe. Une production extensive, donc insatiable du manque à jouir, par le biais d'objets toujours à renouveler. D'une part, donc, cette plus-value s'accumule pour accroître les moyens de production au titre du capital, et d'autre part, elle étend la consommation, sans quoi cette production serait vaine, démontrant ainsi son ineptie à produire une jouissance dont elle puisse se ralentir. Alors, concrètement, vous avez sûrement entendu notre Première ministre refuser le terme de décroissance. Il faut toujours produire, même si la Terre n'en peut plus de nos déchets. Le discours capitaliste rejette du symbolique le manque, et tente ainsi de suturer la faille, poussant toujours plus le sujet à se confondre avec l'objet. À quoi je sers ? La gestion des ressources humaines s'inspire de la gestion des stocks. Rationaliser les moyens, comparer les potentiels, optimiser les valeurs. Voilà. Et nombre de psychologues se mettent au service de cette gestion humaine. Ça irait tellement mieux si chacun était à sa place, là où il est le plus efficace. Voilà. Le protocole est là pour vous y aider, sinon, poubelle. Alors je sais parce que je l'ai lu, que Lacan situe le psychanalyste à une autre place. Donc je poursuis la citation de sa réponse à Jacques-Alain Miller. Cette autre place, c'est celle, dit-il, qui dans le passé s'est appelée être un saint. Alors il poursuit en disant un saint pour me faire comprendre, parce que ne fait pas la charité. Plutôt se met-il à faire le déchet, il décharite, pour utiliser un nouveau néologisme comme nous en avons l'habitude avec lui. Alors c'est une réponse complexe. Le psychanalyste serait donc un saint ? Oui, mais Lacan en subvertit d'emblée la signification. Car du saint qui fait la charité,
il en fait un qui décharite, c'est-à-dire qu'il ne donne ni ne demande rien. Ce qui distingue le discours analytique porté par Lacan des autres discours, c'est qu'il part du principe que le ratage est la marque de toute entrée de l'être dans le langage. Ça rate à dire le vrai sur le sexe. Donc le résultat est alors une jouissance du corps qui n'est pas à sa place, qui ne travaille pas au bien du sujet, ni à son adaptation au milieu, mais plutôt à son exclusion. Tout ensemble humain comporte en son fond une jouissance inutile. Elle est même au cœur du sujet lui-même. L'exclusion, finalement, est donc au principe du lien social et aucun discours ne pourra en venir à bout. Alors, quelle perspective ? Alors, Lacan situe le psychanalyste justement du côté du résidu et non du maître. De ce déchet qu'il endosse au sein de la cure, il propose à celui qui souhaite en faire l'expérience, évidemment, d'approcher cette jouissance singulière, cette jouissance qui excède et qui exclut, de la cerner, de la serrer, de tenter de la formaliser, pour chacun, avec sa propre langue, et de la mettre au service du sujet. C'est toujours à réinventer, à mesure des mouvements de la langue et des formations sociales. Merci Bénédicte Julien. Donc nous avons commencé cette émission avec le discours managérial, nous la terminons avec le sujet et avec le psychanalyste. Nous vous retrouvons pour Studio Lacan la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Marie. Au revoir Bénédicte.